bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire sur les couches jetables, les achats responsables de couches jetables. Moi, je m'appelle Anne Ben, je suis la directrice de l'association 3R qui organise ce webinaire que l'on vous propose donc de manière ouverte à toutes et tous dans le cadre de notre partenariat avec l'Agence régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine. Donc, au programme, on va vous parler de ce qu'on fait en matière de santé environnementale sur notre territoire, très rapidement, pour introduire. Ensuite, on fera un focus sur les achats de couches jetables. Donc, quels sont les enjeux d'un point de vue notamment sanitaire, santé environnement, avec Anne-Sophie Moussa de l'agence CEFLI qui s'affiche à l'écran. Céline Schuer à l'ADEME national nous présentera l'écolabel européen. Et puis, Anne-Sophie reprendra la parole pour nous présenter les recommandations actualisé pour les achats de couches jetables. Et on aura un retour d'expérience d'un acheteur public membre de notre réseau, donc la communauté d'agglomération du Pays Basque représentée par Peyo d'Assens, que vous voyez aussi. Et puis à la fin, je vous présenterai la boîte à outils qu'on met à votre disposition et qu'on vous enverra à l'issue du webinaire. Donc ce webinaire, il est enregistré. Il sera mis à disposition sur le site de Recocrèche et de 3R. Et puis, le support également sera mis à votre disposition sur nos différents outils de communication. Donc, rapidement pour vous dire, l'association 3AR, c'est le réseau des achats publics responsables en Nouvelle-Aquitaine. On a 110 adhérents en 2025. On travaille, voilà, vous avez à gauche notre objet associatif. On fédère toutes les structures soumises aux procédures de marché public qui veulent monter en compétences, partager leurs expériences en matière d'achat responsable, tant sur l'ensemble des enjeux du développement durable, que ce soit des enjeux sociaux, sanitaires, environnementaux, économiques, et applicables à toute famille d'achat. On est donc en Nouvelle-Aquitaine, hein, c'est le grand sud-ouest. On travaille de manière plus spécifique sur le sujet de l'intégration des enjeux de santé-environnement dans les achats publics en lien avec la petite enfance. Avec notamment parce qu'on est associé au programme Recocrèche en Nouvelle-Aquitaine qui est porté par l'ARS Nouvelle-Aquitaine historiquement depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Anne-Sophie vous en parlera également tout à l'heure. Et donc, bah, effectivement, quand on veut agir dans une crèche, dans un établissement ou une école, hein, ou à la maternité, finalement, il se pose toujours la question mais en fait, on n'a pas la main sur nos achats parce qu'on est soumis aux procédures de marché public, c'est pas le même service, comment on fait? Et donc, finalement, on est là, voilà, à l'interface pour faire un peu les traducteurs-interprètes entre des services opérationnels prescripteurs qui veulent agir, et puis un service commande publique, des fournisseurs aussi qui en fait, ont besoin d'être outillés, accompagnés, formés. Et donc voilà notre rôle en tant que réseau régional. Donc c'est vraiment appuyer la montée en compétences et faire dialoguer les différentes parties prenantes de l'achat public pour la petite enfance. Je vous partage les derniers, ce qu'on a réalisé donc sur notre partenariat ARS 2024-2025. On a notamment travaillé sur une évaluation de nos travaux. On a beaucoup proposé d'outils d'accompagnement en matière de produits de nettoyage dans les crèches. Et on a voulu objectiver un peu l'intérêt de nos travaux. Est-ce que ça avait un impact économique intéressant? Parce qu'on le présentait, mais voilà, on l'a objectivé avec un bureau d'études qui s'appelle Vertigolab, qui est venu étudier un avant-après auprès de 3 collectivités qui ont été accompagnées sur le changement de pratique en termes d'achat de nettoyage. Et donc, on peut montrer que ce programme, il affiche plus de 40% d'économie par enfant accueilli dans une crèche. Donc, c'est non seulement un achat intelligent dans le sens qui prend en compte des enjeux de santé et d'environnement, mais aussi c'est un investissement performant d'un point de vue économique. Et l'autre action importante qu'on a menée en 2024-2025, c'était la révision de la couche Recocrèche
de la fiche Recocrèche sur les couches, je vais y arriver, et qui est arrivée de manière concomitante avec la révision de l'écolabel européen sur les produits absorbants. Et donc, c'est l'objet de notre webinaire aujourd'hui. On va vous partager le retour un peu de tous ces travaux, toutes ces réflexions, et notamment avec, merci Peyo en tout cas, puisque vous êtes arrivé aussi à point nommé avec votre projet d'achat de couches, puisque vous avez un peu testé les préconisations qu'on vous fait aujourd'hui. Donc Anne-Sophie, je te laisse la parole pour nous présenter les enjeux. Merci Anne, merci beaucoup à 3R pour l'organisation de ce webinaire. Donc là, moi, je vais vous parler effectivement des enjeux sanitaires autour de la question des couches jetables. Pour me présenter rapidement, donc j'ai cofondé l'agence EFLI, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Je suis docteur en pharmacie et donc on est basé à Bordeaux et on intervient dans toute la France. Donc je te laisse passer la dia, voilà. Donc Anne en a parlé. Hein, voilà, il y a le projet Recocrèche auquel 3R est dans lequel il est un partenaire, qui est donc porté par l'ARS Nouvelle-Aquitaine et qui a déjà mis un certain nombre de ressources à disposition à l'adresse des crèches que je présenterai rapidement. En tout cas, en termes de thématiques, on s'intéresse à la qualité de l'air intérieur à travers le bâti ou des pratiques, que ce soit des pratiques d'hygiène, de nettoyage. C'est vrai que le volet achat public est un levier important. Et puis, aussi, on a aussi dans le périmètre de l'hygiène des petits, la question des couches jetables. Donc, juste pour vous dire qu'il y a tout un tas de ressources qui existent, dont effectivement cette fiche qui a eu une première parution en 2021, cette fiche à l'adresse des directions de crèche sur les couches jetables, et donc on a dû réviser récemment. Donc, pour dire qu'il y a tout un tas d'outils qui sont disponibles, et tu peux passer sur la dia suivante, Anne, à travers le site recocrèche.fr. Donc, aussi, les outils à destination des acheteurs publics sont aussi sous une entrée spécifique dédiée à la commande publique. Et donc, voilà, donc cette nouvelle fiche sur les couches jetables est maintenant aussi disponible et on va vous en donner la primeur aujourd'hui à travers les recommandations nouvelles que l'on peut faire. Donc, si on repart sur le pourquoi on s'intéresse à cette question-là, pourquoi il est intéressant donc de regarder la question des couches jetables, tu peux passer. On sait que donc c'est un produit qui va être en contact 7 jours sur 7, si je peux dire, 24 heures sur 24 pendant les premières années de vie des petits. Pendant 2 ans ou voire parfois un petit peu plus. Et donc, ça pose ce contact permanent sur le siège des petits va apporter évidemment un certain degré d'humidité avec donc les urines et les selles. Il va y avoir aussi un phénomène de frottement à travers les mouvements des petits, une certaine occlusion qui se fait et puis une macération aussi qui peut se faire. Donc, pour ceux qui travaillent en crèche, voilà, vous n'êtes pas étranger au phénomène d'érythème, de dermatite aussi. Ça peut parfois un peu aller loin sur ces phénomènes-là quand ils ne sont pas traités. La peau devient aussi, si elle est lésée, elle devient poreuse. Et donc, le contact avec cette couche et les substances qu'elle peut contenir va être renforcé, évidemment, si cette partie du corps, le siège, est lésé en plus. Donc ça pose la question de l'exposition aux substances chimiques qui peuvent être contenues dans la couche. On peut avancer. Voilà. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un produit qui est peu réglementé. C'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est un produit, donc comme je l'ai dit, qui est en contact permanent et au-delà du siège, il y a aussi évidemment l'appareil génital des petits. Mais il est aujourd'hui réglementé comme un simple, si je peux dire, un simple produit de consommation. Donc évidemment, il y a une responsabilité de la part du fabricant en termes d'obligation de sécurité, mais on n'a pas de cahier des charges et de réglementation qui va être plus poussé que ça pour ce type de produit.
C'est un produit qui est complexe de par sa composition, sa fabrication. Il y a quand même un certain nombre de composants dans cette couche. Donc, on a évidemment la partie un peu le cœur du réacteur, si je peux dire, c'est-à-dire que c'est tout ce voile de surface interne avec la partie, le matelas absorbant. Qui va évidemment être la partie utile de la couche. On va avoir évidemment aussi le voile externe, le système d'attache. Il va y avoir aussi la présence d'encre qui peut à travers les motifs. Donc, les élastiques aussi. Donc, on a comme ça un produit qui est quand même présente quand même une certaine complexité de par les matériaux qui le composent et puis le nombre d'éléments aussi qui le composent. Donc, j'ai dit complexe et peu réglementé. En termes de type de composants, de matériaux, donc on va avoir des produits d'origine végétale à travers la cellulose, donc qui est extraite du bois. On va avoir aussi des matériaux d'origine plastique, donc soit d'origine pétrochimique, donc fait des plastiques conventionnels, on va dire, soit un type de plastique plus récent qui sont appelés les bioplastiques. Alors moi, j'aime pas trop cette appellation parce que dès qu'il y a bio, du coup, voilà, ça peut drainer une certaine image. Donc, je préfère les appeler plutôt les plastiques agrosourcés, puisque effectivement, en termes de matières premières, il va y avoir des composants d'origine agricole. Mais il faut garder en tête quand même que ces plastiques agrosourcés restent néanmoins des polymères qui vont contenir des additifs pour qu'on ait au final quand même un matériau imperméable qui ait des caractéristiques plastiques. Donc, en termes de composition, on est quand même sur des choses du même ordre. Il peut y avoir aussi la présence dans ces couches de substances ajoutées. Donc là, quelque part, c'est un acte délibéré des fabricants. Donc, ça peut être des parfums, des lotions. Et puis, il va y avoir aussi la présence de substances qui, là, vont être issues des procédés de fabrication. Donc, on appelle ça des coproduits. Et donc, c'est beaucoup autour de cette question-là que les enjeux sanitaires vont se poser. Donc, on va voir un peu ce qui s'est passé. Alors là, on remonte sur plusieurs années, presque une petite dizaine d'années maintenant. Donc, il y a eu des alertes et puis il y a eu aussi une réponse de l'ANSES. Donc, la première alerte, en fait, c'était à travers la publication dans vous savez, ces magazines destinés aux consommateurs qui font des tests. Donc, il y avait eu en 2017 une première série de tests faite qui avait sonné l'alerte sur la composition et les substances que pouvaient contenir les couches. On peut passer. L'ANSES a quand même voilà, été rapide pour répondre à cette question qui était soulevée. En 2019, elle a rendu son rapport d'expertise collective. Donc, ça peut paraître long, mais il y avait quand même beaucoup de boulot à faire entre les deux, puisqu'ils ont en fait pris 23 références de couches qui étaient disponibles sur le marché français avec différents types d'achats. Enfin, je veux dire, grosso modo, pharmacie, supermarchés et puis des épiceries bio ou autres. Et ils ont fait des analyses, ils ont recherché la présence de 15 substances ou familles de substances. Et ils ont en fait émis une vigilance sur certaines substances, certaines familles. Alors, ils ont conclu que l'ANSES a conclu que dans l'état actuel des connaissances, il n'était pas possible d'exclure un risque sanitaire lié au port des couches à usage unique, et ils ont fléché un certain nombre de substances qui étaient les plus problématiques et sur lesquelles ils ont émis des seuils. On peut passer. Donc, suite à ça, il y a quand même, il s'est passé des choses aussi. Différents ministères qui étaient concernés ont convoqué des fabricants, les grands fabricants de couches. Donc, on est dans la même temporalité. Et puis, ils ont un petit peu tapé sur les doigts, un peu si je peux dire, des fabricants, en demandant que les fabricants prennent des engagements, comme éliminer certaines substances allergisantes, comme des parfums,
bien, retourner faire des analyses plus poussées au niveau de leur circuit d'approvisionnement et de fabrication pour pouvoir avoir aussi au niveau de leur sourcing des matières premières de meilleure qualité. Aussi auditer leurs procédés de fabrication pour voir si, comme je le disais, il peut y avoir des coproduits pendant la fabrication qui peuvent aussi être réduits. Donc, il y a eu quand même un certain nombre d'engagements pris au niveau des fabricants de ce côté-là. Et on en a vu les résultats quand même pas trop longtemps après, donc on peut avancer. Puisqu'il y a eu ensuite d'autres tests qui ont été faits, donc, et on a vu quand même qu'il y avait eu une amélioration assez significative des résultats des tests faits par ces mêmes associations de consommateurs. Donc les fabricants ont quand même ont bougé dans les années qui ont suivi. L'offre s'est verdie aussi, hein. Donc on a, que ce soit du côté des marques leaders, les marques distributeurs aussi s'y sont mises. Et puis il y a eu les dernières années un certain nombre de petites marques plus confidentielles avec parfois des circuits de distribution un peu particuliers, c'est-à-dire parfois sur abonnement, ce genre de choses en ligne. Mais il y a quand même comme ça des marques que j'ai appelées un peu écolo, qui sont venus aussi compléter l'offre de couches jetables, mais avec quand même cet esprit de verdissement suite à ces polémiques. Donc, sachez, et on en est ravis que l'ANSES est monté au créneau, donc au nom de la France, est monté au créneau auprès de l'Europe pour l'adoption de seuils sur les quelques substances qu'ils avaient pointées de manière plus forte dans leur rapport. Donc ça permet en fait d'essayer de faire évoluer les choses au niveau européen. Donc la France est un des pays pionniers quand même sur ces questions santé-environnement et porte comme ça, a porté déjà plusieurs autres sujets avec d'autres pays comme le Danemark par exemple, pour faire avancer toute l'Europe sur ces thématiques-là. Donc ça date de fin 2020. Alors, de quelle substance on parle? Donc, sur la gauche, on a un petit peu savoir à quel moment ces substances peuvent être apparaître. Et puis sur la droite du radar, je vous ai mis des familles ou des substances plus précisément. Donc, au niveau des matières premières, on peut aller regarder la présence de pesticides. Au niveau des procédés de fabrication, on va être sur d'autres types de substances comme les furanes, les dioxines, enfin bon, un tas de noms barbares, ou les HAP, donc c'est les hydrocarbures aromatiques polycycliques. On peut avoir des produits qui en fait vont provoquer des phénomènes d'émanation. Donc ça, on est plutôt sur la droite là en noir sur les COV, les composés organiques volatiles, ou dont un très connu est le formaldéhyde. Et puis, comme je l'ai dit, il peut y avoir les substances ajoutées tout en bas, donc comme des colorants, des parfums, des lotions. Donc ça peut entraîner différents types de risques sanitaires. Il peut, sur certaines de ces substances, on est face à un risque cancérogène. On peut être face à un risque de perturbation endocrinienne. Sur d'autres substances, on va être plutôt sur des questions de sensibilisation cutanée ou d'allergie. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même eu, suite à ce rapport de l'ANSES et aux différentes alertes et études menées par les associations de consommateurs, des progrès qui ont été effectués, une offre qui s'est élargie, mais quand même à ce jour, on n'a toujours pas une réglementation qui permet de s'assurer dès le départ d'avoir des couches qui soient exemptes de substances préoccupantes. On verra qu'on a eu des évolutions dans les labels et je reviendrai vers vous après pour les recommandations. Merci Anne-Sophie, et tu as fait une très belle transition vers l'intervention suivante. Donc Céline, je te laisse la parole pour nous présenter l'écolabel européen, en particulier sur les produits absorbants et puis la révision du référentiel de 2023. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter brièvement. Je suis Céline Scheer, je travaille à l'ADEME, Agence de la transition écologique, et je suis en charge de la gouvernance de l'écolabel européen à la direction économie circulaire. Et aujourd'hui, je vais vous dire quelques mots sur ce label. Je veux bien, Anne, s'il te plaît, que tu passes
À la diapositive. Donc, en termes de contexte, en fait, voilà quelques mots pour vous représenter où se situent l'écolabel européen par rapport aux autres labels. Donc, il faut savoir que c'est le seul label qui soit public, porté par la Commission européenne et les États membres. Il a été créé en 92, donc maintenant c'est un label qui a plus de 30 ans. Et l'objectif de l'écolabel européen, c'était de pouvoir cibler les meilleurs produits et services du marché d'un point de vue environnement et santé. Donc, en fait, on dit qu'on est sur une méthode best in class où en fait, on cherche à certifier les 10 à 20% meilleurs produits du marché d'un point de vue environnement et santé. Et donc, l'objectif derrière, finalement, c'était de pouvoir aider les consommateurs et les acheteurs professionnels à pouvoir choisir des produits qui soient plus respectueux de l'environnement et de la santé. Ce qui est important, intéressant en tout cas de noter aussi sur ce label-là, c'est qu'il y a toujours des tests de performance qui sont exigés, quel que soit le secteur couvert. Parce que c'est vrai que si on a un produit plus écologique, mais finalement qu'il n'est pas aussi performant qu'un produit lambda, finalement on sera passé à côté de l'intérêt du produit. S'il faut mettre par exemple 2 fois plus de lessive pour que le linge soit propre ou une couche de peinture en plus pour avoir un effet couvrant, finalement l'impact environnemental sera pas moindre. Donc c'est pour ça qu'on exige également des tests de performance pour avoir des produits de qualité. Et un dernier point, donc en fait l'écolabel européen, on considère que c'est un label extrêmement robuste puisqu'il est conforme à l'ISO 1424 qui est la norme sur les écolabels type 1. Donc il va répondre à un certain nombre de critères. Je vais revenir sur l'aspect multicritère cycle de vie. Et approche scientifique, mais en tout cas, un point important, c'est que c'est une certification par, donc si on est né sur une démarche volontaire, avec une certification par tierce partie indépendante, qui va venir auditer l'entreprise en amont pour que l'entreprise puisse avoir le droit d'apposer le logo écolabel européen, et ensuite il y aura un suivi tout du long du processus de certification pour s'assurer finalement que le produit répond bien toujours à l'ensemble des exigences demandées par l'écolabel européen. Je veux bien que tu passes, merci. Donc un rappel, je vous brosse un petit peu le tableau de ce que représente l'écolabel européen à ce jour. Donc on est à 23 catégories de produits et de services couverts, donc c'est assez large. Alors s'il y a des acheteurs, j'imagine, dans la réunion, donc en tout cas à titre informatif, il n'y a pas que sur les produits d'hygiène absorbants, on peut aller sur les milieux de culture amendement organique, donc les produits d'hygiène, c'est-à-dire tout ce qui est cosmétique, papier d'hygiène, sopalin, mouchoirs, etc. Tout ce qui est papeterie, donc les cahiers, les papiers graphiques. Les peintures et vernis, on a des textiles, des lubrifiants, des produits d'entretien, donc on en a beaucoup, et on a aussi, il est peu connu, un référentiel sur les services de nettoyage. Donc c'est l'ensemble du service qui est certifié avec l'écolabel européen. Et actuellement, on a 8 entreprises en France qui a l'écolabel européen sur les services de nettoyage. Bon, c'est plus rare, il y a aussi des revêtements de sol, des produits d'ameublement, de la bureautique et des hébergements touristiques. Alors, j'imagine que vous aurez les diapositives à la fin. Oui, je vois Anne qui acquiesce. Donc, il y a des petits liens dans ma présentation sur lesquels vous pourrez cliquer. Du coup, vous avez un lien pour accéder au référentiel complet. Donc, ça vous envoie sur le site de la commission. Et au niveau de l'ADEME, on a aussi développé des fiches synthétiques qui reprend synthétiquement chaque critère. Voilà, donc si vous voulez avoir une info plus précise des critères de l'écolabel européen sur les détergents textiles, vous pouvez aller cliquer sur les fiches synthétiques. Voilà, peut-être un mot sur les statistiques et les derniers chiffres sur l'écolabel européen. Donc, comme vous pouvez voir, la courbe, ça fonctionne très bien. On a de plus en plus de produits partout en Europe. Donc, nous, on est le 2e ou 3e pays le plus important en termes de nombre de produits et de licences avec l'écolabel européen. Mais on a dépassé la barre des 100 000 produits et on voit que ça continue de grimper. Ce qu'on peut observer quand même, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de consommateurs qui ont plus d'attrait à acheter des produits plus écologiques. Et aussi, il y a les réglementations qui aident au développement de ce type de produits. Et vous avez aussi la liste, donc je vous ai remis ici la liste des entreprises européennes avec l'écolabel européen. Et vous avez aussi la liste des entreprises françaises avec l'écolabel européen. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur les entreprises qui mettent sur le marché ce type de produits. Donc, si on revient plus spécifiquement sur les produits d'hygiène absorbants, donc les nouveaux critères datent de 2023.
C'est vrai que, en fait, comment vous dire, en gros, en fait, les critères de l'écolabel européen évoluent environ tous les 7 ans pour essayer d'avoir des produits qui respectent toujours les dernières innovations environnementales, sanitaires, etc. Et du coup, c'est pour ça que environ tous les 7 ans, le centre de recherche de la Commission européenne va réviser les critères. Et donc, les derniers critères ont été révisés en 2023. Et là, actuellement, les critères sont valables jusqu'au 31 décembre 2029. Et à partir de 2029, enfin même avant, on va repartir sur un processus de révision pour regarder un petit peu tout ce qui se passe d'un point de vue environnement et santé et remettre à jour ces critères pour qu'ils soient toujours ambitieux, en tout cas d'un point de vue environnement et santé. Donc, on n'est pas sur des critères figés. Actuellement, donc, le groupe de produits, il inclut tout ce qui est donc, couche bébé, mais aussi tout ce qui est produits d'hygiène absorbants, type hygiène féminine, etc. Et cette année, en 2023, ils ont aussi rajouté les coupes menstruelles. Et par contre, l'écolabel européen n'inclut pas tout ce qui est dispositifs médicaux. Voilà, tu peux passer. Donc, comme je le disais, en fait, l'écolabel européen, l'intérêt de l'écolabel européen, c'est qu'on va s'intéresser à l'ensemble du cycle de vie du produit. On ne va pas uniquement regarder, par exemple, les matières premières, par exemple, est-ce que le coton est bio? En fait, là, on va vraiment regarder c'est quoi le cycle, enfin l'impact. Par exemple, là, on voit que les matières premières, c'est la phase du cycle de vie le plus impactante sur un produit d'hygiène absorbant, et viennent ensuite la fabrication et la fin de vie du produit. Et une fois qu'on a ces informations-là, finalement, la Commission européenne, elle va développer des critères qui vont permettre de diminuer l'impact du produit, et on ne va pas par exemple s'intéresser au transport parce qu'en fait on considère que c'est pas un impact important, mais par contre on va avoir beaucoup de critères sur les matières premières comme je vais vous montrer juste après. Je veux bien que tu passes. Et donc voilà, donc là vous avez la liste des critères, mais pareil, je pense que de toute façon, une fois que vous aurez la présentation, vous pourrez repartir et regarder un peu plus en détail. Mais donc, en partant du constat que c'est la fabrication, les matières premières et la fin de vie du produit qui est les plus impactantes, la Commission européenne, elle a décliné 12 critères pour répondre à ces grands enjeux, donc notamment sur les matières premières, les fibres, le coton, les plastiques, la production de polymères, les matières plastiques biosourcées, l'utilisation rationnelle des matières en cours de fabrication, les substances exclues et soumises à restriction. Donc ça, c'est quand même un gros volet clairement de l'écolabel européen. Là, cette année, en 2023, ils sont allés très loin sur les substances, enfin très loin. Ça, c'est normal que on ne se retrouve pas avec ces substances-là dans une couche bébé, mais par exemple, là, en 2023, ils ont interdit les perturbateurs endocriniens qui soient avérés ou suspectés. Donc, ce qui est déjà quand même intéressant pour s'assurer que sur ces produits-là, finalement, on ne se retrouve pas avec ces substances-là. Il y a aussi des critères sur les emballages, des critères sur les conseils relatifs à l'utilisation et à l'élimination du produit. Comme je vous le disais, il y a des tests d'aptitude à l'emploi pour éviter les fuites et le confort des nourrissons. C'est aussi intéressant de noter que dans certains référentiels, il y a aussi l'aspect social qui est pris en compte. Et typiquement, là, donc, il y a un critère sur la responsabilité sociale des entreprises, sur les aspects liés au travail. Donc, il y a ça aussi, en plus, un petit plus, en tout cas, que peut apporter l'écolabel européen dans certains référentiels. C'est pas dans tous les référentiels, mais là, globalement, ils ont intégré cet aspect-là. Et les informations figurant sur le label écologique. Et du coup, à la fin, on a finalement un produit qui répond à un ensemble d'enjeux, avec une incidence moindre sur les consommations de ressources, une faible émission dans l'eau et dans l'air au moment de la fabrication, une faible consommation d'énergie et une faible émission de CO2 aussi lors de la fabrication, une réduction des déchets, un usage restreint des substances dangereuses, une absence de parfums, de lotions et d'autres substances problématiques. Ça satisfait à des critères de qualité, et on a aussi la protection des droits humains et des droits au travail. Donc quand on achète finalement une couche écolabel européen, on a tous ces enjeux-là qui sont pris en compte. Donc en fait, finalement, l'écolabel européen, quand vous le demandez, il fait le travail pour vous et vous simplifie la vie finalement plutôt que de créer vos propres critères techniques.
Et pour finir, je voulais juste partager avec vous quelques dernières publications. Donc, en 2025, on a publié un guide sur vos achats responsables avec l'écolabel européen. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder, puisqu'on explique un petit peu qu'est-ce qu'apporte l'écolabel européen, comment l'intégrer dans vos appels d'offres. Et aussi revenir sur l'aspect prix, parce que c'est un vrai sujet où on dit souvent que les produits écologiques sont plus chers. Voilà, donc c'est un peu une idée reçue qu'on a du mal à faire partir. En tout cas, donc nous, en 2025, on a fait une étude sur les prix des produits écolabel européens, alors essentiellement détergents. Dans la grande consommation, on n'a pas regardé les produits en B2B, mais en tout cas, l'étude elle démontre que ça coûte pas plus cher d'acheter des produits avec l'écolabel européen, voire ça peut être moins cher, par exemple, sur les lessives. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et il y a eu aussi une étude l'an dernier qui a été faite au niveau de l'Europe par le BUG, donc c'est une association des consommateurs, et qui démontre exactement la même conclusion finalement que nous. C'est que ça coûte pas plus cher d'acheter écolabel européen. Donc, comme disait Anne, voilà, achat intelligent. Je pense que voilà, il n'y a plus d'excuses finalement pour acheter ce type de produit. Et je pense que c'était ma dernière diapo. Ouais, merci Oui, Céline. merci. Alors, est-ce que vous avez des questions justement sur le référentiel écolabel européen? Moi, je veux bien juste, j'avais trouvé intéressant quand on a préparé, enfin quand on a échangé avec toi en amont, c'est comment se déroule l'actualisation d'un référentiel et qui sont les parties prenantes en fait qui participent à ça. Est-ce que les entreprises sont associées? Et, voilà, juste ce point-là qui me semble intéressant à partager. Oui, c'est vrai que j'ai pas reprécisé. Donc en fait, la Commission européenne travaille avec le centre de la Commission européenne qui s'appelle le JRC, qui va dans un premier temps faire une énorme étude préalable pour regarder un petit peu les impacts environnementaux, enfin les dernières analyses de cycle de vie, c'est quoi les problématiques de substances, etc., pour pouvoir actualiser les critères. Donc en fait, ils font une première proposition aux États membres et donc il y a les États qui peuvent amender ces critères, mais il y a aussi une concertation qui est faite avec les entreprises, les fédérations, les institutionnels, il y a des chercheurs. Voilà, donc c'est très large. En fait, on regroupe vraiment différentes typologies de personnes qui vont pouvoir aider à créer ces nouveaux critères pour que ça soit ambitieux mais aussi réaliste. Donc c'est pour ça que les entreprises font aussi partie du processus de mise à jour des critères. Donc en France, effectivement, on a eu la Fédération d'hygiène qui a participé, les entreprises qui avaient déjà l'écolabel européen. Voilà, c'est très ouvert. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ça peut durer 18 mois, hein, ce processus de négociation entre États membres et différentes parties prenantes. Ok, merci. Et moi, j'avais une question aussi qui était, est-ce que tous les produits qui sont sur le marché aujourd'hui, le référentiel ayant été revu en 2023, ils respectent ce nouveau référentiel? Oui. Oui, Voilà. donc maintenant, en fait, il y a une période de transition qui est autorisée de 12 mois pour avoir le droit. En gros, ils ont 12 mois pour se mettre à jour des nouveaux critères, sinon ils perdent la certification. Comme je vous dis, c'est très regardé. Là, enfin, voilà, il y a un organisme tiers qui vient vérifier. On ne peut pas mettre le logo n'importe comment. Et donc, si dans les 12 mois, ils ne s'étaient pas mis à jour, en gros, ils perdaient le droit d'apposer le logo écolabel européen sur leurs produits. Donc là, tous les nouveaux produits qui sont sur le marché actuellement, ce ne sont que des produits avec les critères actuels de 2023. Super, merci. On a une question de Julien, donc, qui anime des ateliers auprès de participants. Et donc, il souhaiterait, alors pour mieux répondre à des questions de participants à des ateliers, quels sont les intérêts à avoir des labels comme EcoCert cosmétique biologique en complément de l'écolabel? Julien, je suis pas sûre de comprendre la question. Peut-être Céline, tu comprends. Tu cherches des arguments en fait, c'est ça Peut-être, je pense en tout cas, à chaque type de produit, il va y avoir les labels, en fait, ils ont chacun leur cahier des charges en fonction des produits. C'est-à-dire que là, on parle de l'écolabel
donc pour les Européens, pour les produits de protection hygiénique absorbants, avec son cahier des charges. L'écolabel pour les produits d'entretien va avoir évidemment un cahier des charges en lien avec les produits d'entretien et les questions qui peuvent se poser d'un point de vue environnemental et sanitaire sur ce autre type de produit. Donc là, en fait, Julien, pour les produits cosmétiques, on va pouvoir s'appuyer sur la charte Cosmé Bio, l'EcoCert aussi qui s'appuie sur le même référentiel, mais ou sur l'écolabel européen, on va avoir différents types de labels aussi pour les cosmétiques. Mais là, voilà, celui-là, en tout cas, là, on reste vraiment sur le périmètre des couches jetables avec des labels qui vont être plus ou moins pertinents. Et ça, c'est un petit peu ce que je vais redétailler après dans nos recommandations. Donc, voilà, les labels que tu as en tête, je le tutoie parce qu'on se connaît. Sur les produits cosmétiques, ils ont leur validité sur ce périmètre-là. Et là, on change de type de produit. Donc, on change un peu potentiellement de repère et, sur les couches jetables. Je vais peut-être juste compléter. En fait, l'ADEME j'ai mis dans le chat le lien vers la page des labels recommandés par l'ADEME. Donc vous pouvez, je pense, vous appuyer là-dessus parce que, par exemple, en gros, nous, on recommande des labels cycle de vie, c'est-à-dire qui s'intéressent à l'ensemble du cycle de vie du produit, et multicritères. Donc pas uniquement les gaz à effet de serre, mais voilà, qui intègrent vraiment cet aspect cycle de vie multicritère. Et par exemple, sur les cosmétiques, nous, on ne recommande pas des cosmétiques bio parce qu'en fait, ça ne va s'intéresser qu'aux matières premières entrantes, qui parfois sont très minimes dans un cosmétique finalement. Du coup, je pense que le mieux, c'est quand même de rester sur ce qui est préconisé par l'ADEME si vous voulez vraiment avoir des labels qui soient, même au niveau de la certification, on avait regardé aussi qu'il y ait une certification tiers, etc. Donc là, au moins, vous êtes sûr que ce sont des labels qui répondent à une certification indépendante, qui regardent l'ensemble du cycle de vie et qui sont multicritères. Donc, je pense que c'est vraiment les 3 aspects nécessaires à avoir un label impactant, en tout cas pour ne pas faire de greenwashing, quoi. Ok. Du coup, Julien, on revient en fin de webinaire, on ouvrira pour le temps d'échange, mais on arrêtera l'enregistrement à ce moment-là. On a des premiers éléments de réponse. Ok. Question de Céline. Comme l'écolabel comprend un volet RSE droits humains, est-ce qu'on répond à l'exigence de considération sociale dans les marchés publics obligatoires à partir d'août 2026? Moi, je ne suis pas assez experte, mais en tout cas, il faut quand même aller vérifier dans chaque référentiel parce que, par exemple, je sais qu'il y en a sur le textile, il y en a sur les revêtements de sol, mais par exemple, sur les cosmétiques, il n'y a pas. Donc, ça dépend aussi déjà du référentiel. Donc, voilà, en tout cas, je sais pas, je pourrais pas répondre à la question parce que je ne suis pas une experte juridique sur les achats, mais c'est pas si... Oui, donc c'est du au cas par cas, en fait, ça dépend des filières. Ok. Ouais. Ok, ça marche. Ok, très bien. Super, merci Céline. Et, de toute façon, tu restes avec nous pour la suite du webinaire s'il y en a d'autres questions. Et donc, du coup, par rapport à tout ça, c'est Anne-Sophie, je te donne la parole pour présenter nos recommandations côté Recocrèche. Oui. Et puis Julien a pu repréciser, donc je vais essayer d'adresser ça aussi pendant ma présentation, repréciser le fond de sa pensée. Alors, nos recommandations, donc on avait déjà émis dans une première fiche Recocrèche en 2021 des premières recommandations par rapport au marché de l'époque et puis aussi au label qui était en présence avec justement son intention. Chaque label a son intention, ses critères. Donc, effectivement, il faut bien comprendre ce qu'on regarde comme label pour voir ce qu'on va chercher et à quoi il va répondre. En tout cas, sur les paquets de couches, il y a souvent tout un tas de petites choses, des petits logos en pagaille. Donc, il faut déjà se repérer parmi tout ça pour être sûr que on ne regarde pas un logo fait par le fabricant avec quelque part une allégation voilà, qui n'engage que lui, mais qu'on a bien affaire à un label. Donc, par exemple, des petites choses que j'ai pu capturer sur des paquets, c'était garantie sans produits nocifs ou conforme aux exigences ANSES. Bon, c'est des choses qui sont dites comme ça, mais voilà, ça répond pas à l'ANSES, il met pas un tampon sur des marques de couches pour dire celui-là, on l'a vérifié, c'est conforme, etc. Donc voilà, il y a quand même, faut faire attention sur ce qui peut être communiqué comme ça sur les paquets. Si on passe à la suite,
Voilà, donc nos recommandations d'abord, c'est un petit peu le minimum syndical, hein, de faire en sorte de pas de chasser déjà les substances ajoutées, hein, comme les parfums, les lotions. De voir si on peut avoir aussi une mention d'absence d'allergènes. Donc, on va être vraiment sur la première chose, une première volonté, hein, et, et déclaration du fabricant sur le fait qu'il n'a pas ajouté des produits comme ça en plus. Si on va au niveau d'après, parce qu'on peut évidemment aller plus loin que ça, eh bien, on va vous recommander de vous appuyer sur les labels de confiance. Il y a 5 ans, en fait, on n'avait pas émis cette recommandation parce qu'on n'avait pas encore un label qui répondait précisément à la question du risque chimique, hein, puisque effectivement, on peut avoir plusieurs entrées, plusieurs objectifs quand on va chercher un label. Et effectivement, comme l'a présenté Céline, on a aujourd'hui un écolabel européen qui est dédié, qui à la fois garantit l'efficacité du produit, va avoir, comme elle a pu le décrire, des avantages environnementaux, mais qui va aussi être exigeant sur le risque chimique. Et on le verra un petit peu plus après. Donc, on va vraiment avoir quelque chose qui est bien taillé, si je peux dire, pour la question du risque chimique au sein des couches jetables. Un autre label qui a aussi été, qu'on peut voir, c'est le Nordic Ecolabel, qui a en fait un cahier des charges qui est très proche de celui de l'écolabel européen. Donc, c'est une bonne alternative. Ça couvre bien la question, hein, des substances ou des familles de substances qu'on cherche à éviter dans les couches jetables. Juste une chose, c'est que par contre, il est moins présent sur le marché. Il y a moins de marques de couches qui sont porteuses de ce label-là, mais il reste solide sur la question des couches et du risque chimique. Il y a aussi un autre aspect, hein, c'est souvent des choses que vous voyez, hein, dans les fiches techniques ou autres, c'est la question du blanchiment en fait de la cellulose. On cherche à avoir une cellulose qui ne contient pas de résidus de chlore. Donc, il y a plusieurs en fait labels qui peuvent répondre à ça. Le plus exigeant étant celui qui est encadré en vert, là, le Totally Chlorine Free, le TCF, nom de code, enfin voilà, l'acronyme TCF. Il va y avoir d'autres procédés comme l'ECF par exemple, qui va être moins exigeant. Et donc voilà, donc sur cette question du chlore, on a aussi des labels. Le plus solide va être le TCF. Cette question est aussi, hein, prise en compte, hein, ces éléments de résidus de chlore ou de techniques de blanchiment sont pris en compte dans les 2 labels que j'ai cités précédemment, donc l'écolabel européen et le Nordic Ecolabel. Si on avance Ce encore. que tu veux dire, c'est que si on a les labels précédents, de fait, on est Alors, OK on n'est sur ce. pas forcément TCF, il peut y avoir l'ECF aussi qui est pris en compte, mais on va quand même aller surveiller quels sont les résidus de chlore. On va quand même avoir une exigence au niveau des résidus de chlore. Alors ça, c'était, on a gardé en fait, il y a quelques années, en fait, on avait mis ça en première ligne parce qu'on avait des marques en plus qui faisaient faire ces analyses, hein, toxicologiques par un labo indépendant. Donc on l'a gardé en plan B, mais c'est vrai que c'est quand même une approche qui est plus complexe évidemment. Donc voilà, c'est ces marques qui vont faire des analyses, qui vont être publiées. Donc avec des familles, hein, on a indiqué sur la gauche en noir là des familles prioritaires, hein, des familles à rechercher au niveau des résidus de par ces analyses toxicologiques. Et on a indiqué d'autres familles complémentaires qui sont intéressantes aussi à aller chercher. Sachant qu'encore une fois, toutes ces familles-là vont être couvertes dans l'écolabel européen ou le Nordic Ecolabel, mais que là, on est un peu en plan B. Voilà. Ce qu'on a remarqué, hein, sur les marques qui s'étaient engagées sur cette voie-là il y a quelques années, c'est que avec le rapport de l'ANSES, comme l'ANSES n'avait ciblé que quelques substances ou familles, eh bien, on a vu des marques qui ont réduit le champ de leurs analyses toxicologiques je dis n'importe quoi, avant ils analysaient 20 substances, ils allaient chercher 20 substances et ils se sont mis à en chercher plus que 6
en étant un peu plus en lien avec le rapport de l'ANSES. Voilà, donc ça a été un petit peu revu, un peu au rabais, si je peux dire. Mais voilà, ça reste une voie, mais qui est quand même plus complexe à analyser aussi, hein, de se retrouver parmi ces résultats d'analyse qui peuvent aller chercher d'une marque à l'autre, pas les mêmes substances. Donc, ça reste une voie possible, mais il faut avoir un œil averti pour prendre connaissance de ces résultats et se dire bah, ça couvre bien la question du risque chimique dans les couches. Donc, on peut passer. Donc, si on fait un peu un focus sur les différents labels, donc l'écolabel européen, on en a déjà bien parlé. Donc, c'est vrai qu'il va à la fois agir, si je parle que du risque chimique, hein, Céline ayant couvert le spectre plus large, il va interdire certaines substances pour la fabrication, il va restreindre aussi des substances, il va aussi être exigeant sur les impuretés, donc sur le produit final, à travers justement hein, le fait que ceux qui obtiennent l'écolabel européen doivent fournir des analyses annuelles pour aller montrer patte blanche au niveau des impuretés. Donc on a comme ça différentes entrées à différentes étapes de la fabrication et sur les produits qu'on met au départ et sur l'analyse du produit final qui vont venir bien répondre à la question du risque chimique dans ce type de produit. Le Nordic Ecolabel, comme je vous l'ai dit, il couvre quand même vraiment, il est proche de l'écolabel européen, mais il est moins présent sur le marché. Donc voilà, mais il reste intéressant au niveau de son cahier des charges. Si on regarde d'autres labels, donc il y a le Cotex Standard 100 qui est un label qui est utilisé pour les textiles. Donc là, on peut aussi dire, voilà, il y a évidemment des similitudes avec un textile. Donc, il va couvrir en fait certaines substances, mais de manière quand même relativement partielle. Il est quand même assez présent hein, sur les couches sur le marché, mais au niveau de son cahier des charges et des substances qui sont sous les radars, c'est une couverture partielle. Donc, si on revoit un petit peu en une page, hein, on revoit un peu tous les labels avec un peu les différents commentaires que j'ai pu faire. Et donc, si on regarde en bas à droite, je vous ai remis un peu des labels aussi qu'on peut voir hein, sur les paquets de couches. C'est juste pour vous dire qu'ils sont intéressants, mais qu'ils sont d'ordre environnemental dans le sens où c'est sur la gestion, le type de gestion des forêts, hein, une gestion durable. Donc, ils sont, on va dire, hors question sanitaire. Donc voilà, c'était juste pour les garder en mémoire et ne pas faire de confusion par rapport aux objectifs que vous pouvez rechercher. Et ils sont intéressants hein, si vous avez ces critères-là, évidemment, à inclure. Donc, on a une question. En fait, je crois que sur j'attendais cette diapo pour te réinterroger éventuellement, Céline. Les critères de l'écolabel ou du Nordic Swan englobent-ils celui de la cellulose blanchie sans chlore au niveau ECF, si j'ai bien compris? Je crois que c'est ça, effectivement. Céline ou Anne-Sophie? Alors, sur cette question-là, en fait, il va y avoir, en gros, sur certains critères, ils vont dire si vous êtes TCF, vous avez déjà montré patte blanche. Et sur la question du niveau ECF, ils vont demander en fait une vérification pour vérifier qu'on a un résidu de chlore qui est correct. Donc, on n'est pas un écolabel ne sous-entend pas forcément un TCF, mais on pourrait avoir quand même une cellulose qui serait à un niveau TCF. On n'est pas sûr, quoi. On n'est pas sûr d'avoir un TCF parce qu'on a un écolabel. C'est clair ou pas? C'est-à-dire qu'il s'intéresse à la question du blanchiment, mais on n'est pas obligé d'être TCF pour être écolabel européen. On peut être TCF et écolabel européen, mais on n'est pas obligé d'être TCF pour être écolabel européen. Parce qu'ils vont dire si vous avez utilisé un processus qui correspond à de l'ECF, venez nous montrer que vous êtes bien OK sur les résidus de chlore. Donc, ils vont demander, dans le processus normal, il va y avoir des documents qui vont être demandés pour vérifier qu'on est OK. Mais on ne sera pas forcément à un niveau TCF. Super, merci Anne-Sophie. Là, c'est plutôt des questions pour Céline. Donc, il y avait la question, est-ce qu'on peut vendre en 2026 une couche de table correspondant à la version avant 2023? Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, donc c'est non.
C'est vrai. Ce que vous achetez aujourd'hui, c'est le nouveau référentiel. Et l'autre question, est-ce que l'écolabel européen et le Nordic Swan sont apposés automatiquement ou est-ce que c'est une démarche du fabricant, dans la mesure où on a été dans une démarche d'écolabellisation? Non, en fait, il y a une certification par tierce partie indépendante, donc ça veut dire qu'il y a un organisme certificateur qui va venir vérifier que l'entreprise répond bien aux exigences du label. Donc il n'est pas posé automatiquement. Faut quand même... Enfin, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais Moi, j'ai euh, l'impression que c'est la question, c'est est-ce que c'est une démarche volontaire? C'est potentiellement, on peut avoir l'écolabel sans avoir la marque sur le paquet de couches. C'est ça, Laetitia, la question? Ah, bah, c'est une c'est démarche du pas. fabricant qui va Oui, chercher à c'est ça. prouver En qu'il fait, répond. Mm. Il va déposer une demande de certification à un organisme tiers. Donc en ce moment, c'est l'AFNOR. Et l'AFNOR va venir regarder déjà sur le dossier technique. Et puis une fois que le dossier technique est OK, ils vont auditer l'entreprise pour avoir le droit d'apposer le logo écolabel européen. Sinon, une entreprise n'a pas le droit. C'est le fabricant qui fait la démarche, tout à fait. Mm. Ça Ou un marche. sous-traitant. Ça peut être le Ok. sous-traitant qui demande pour le fabricant. Mais ça veut dire quand même que tout va être regardé jusqu'à la couche finale, quoi. Et du coup, pour rebondir aussi un peu sur la question de Julien précédemment, il y a des marques de couches qui peuvent être porteuses de 2 labels. Bon, moi, ça m'interroge parce que je me dis finalement, soit c'est 2 labels qui n'ont rien à voir, donc un label de gestion durable des forêts et puis un autre label. Mais des fois, moi, j'ai déjà vu des marques de couches qui avaient l'écolabel européen et le Cotex. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être, je sais pas, une espèce de transition parce que, bon, soit on va chercher l'un, soit on va chercher l'autre. Je vois pas vraiment l'intérêt là sur cette question-là précise de recouper les deux. Avoir 2 labels, ce serait intéressant pour un produit si c'est 2 labels qui se complètent de par leur cahier des charges, qui vont chercher des choses différentes. Mais voilà, donc ça reste rare en tout cas d'avoir 2 labels là sur Ecolabel, Ecotex, ça reste quand même des choses un petit peu rares, un peu originales. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, c'est qu'on n'a pas de réglementation adaptée. On en aura peut-être une un jour. Ce serait pas, voilà, ça pourrait faire sens, hein, comme on l'a dit, pour ce genre de produit. On a des fabricants qui ont pris le sujet en main, qui ont amélioré les choses sur les dernières années. Une chose à garder en tête, parce que j'étais en audit là, la semaine dernière dans le sud de la France, il y avait la même marque de couches, mais avec 3 gammes différentes présentes dans la même crèche. Et du coup, c'était intéressant parce que je leur ai montré que finalement, la même marque de couches proposait 3 gammes. Une avec, bon, on va dire rien de spécial si ce n'est pas de produits ajoutés. Une qui avait justement, qui était porteuse de l'Ecotex et la troisième qui était porteuse de l'écolabel européen. Alors pareil, en tout cas, c'était 3 gammes différentes avec trois types de produits différents finalement. Donc, il faut regarder au-delà de la marque, il faut regarder aussi quel modèle de couche on regarde. Voilà. Et donc, on a surtout maintenant la nouveauté, hein, et on en est ravis, c'est qu'on a un label qui est plus adapté à cette question-là, avec un cahier des charges strict et précis sur la question du risque chimique pour ces produits-là, et ça permet évidemment, hein, ces labels de se repérer aussi plus facilement pour les acheteurs. Voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ce décryptage précis. Et donc maintenant, on va partir sur le côté très applicatif et concret. Donc Peyo, pour l'agglomération du Pays Basque, on te laisse la main. Oui, bonjour à toutes et tous. Bon, merci Anne. Donc, je suis Peyo d'Assens, acheteur au sein de la communauté d'agglomération Pays Basque, pour lequel la mission principale est d'accompagner opérationnellement les différentes directions métiers de l'agglomération dans la préparation et dans l'élaboration des marchés publics. Et donc, je vais aujourd'hui vous présenter la prescription de l'écolabel européen qu'on a pu faire dans notre marché d'achat de couches jetables. Donc ça va être en 4 parties. Très rapidement au début pour vous présenter l'agglomération de Pays Basque pour ceux qui ne connaissent pas, avec son secrétariat général à la transition énergétique et la planification écologique, plus communément appelé SGTEPE, auquel est rattaché l'unité achat responsable dont je fais partie. Et je vais vous présenter aussi rapidement le SPASER qui a été voté en 2023. Et ensuite, on va rentrer plus dans le détail du sujet du jour. Donc, je vais vous présenter le projet d'achat mutualisé des couches,
avec son périmètre, la direction prescriptrice, les enjeux et objectifs qu'on a identifiés pour ce marché-là. Et après, en détail, comment elle a préparé le marché en amont, en faisant de la veille, du sourcing, en contactant aussi 3R, et comment on a prescrit et comment on a structuré notre marché pour justement prescrire des labels européens. Donc, juste un petit détail, on n'a pas encore notifié le marché. La phase de publication s'est terminée il y a 10 jours, donc on a l'analyse des offres. Donc, je ne pourrais pas détailler toute la partie aval à partir de l'analyse des offres. Donc, bon, il y a quand même pas mal de choses à dire déjà sur la première partie. Donc, la communauté d'agglomération Pays Basque, rapidement, c'est une EPCI assez récent, née en 2017, d'une fusion de 10 communautés de communes, donc ce qui en fait ou en faisait la principale ou les plus grandes agglomérations en France, en tout cas en termes d'étendue, 320 000 habitants et 158 communes, donc avec des enjeux très différents selon les endroits du territoire, mais avec un projet communautaire fort et axé sur la transition écologique, les solidarités territoriales et sociales. Donc avec 3 faits marquants sur les 5 dernières années, donc l'adoption de son plan de climat en 2021, le projet de territoire qui décline les politiques publiques, donc il y a 21 politiques publiques en tout, et le fait marquant de 2023, c'est justement pour cette partie transition écologique, la création du SG, du secrétariat général à la transition écologique et planification écologique, au sein duquel est rattachée l'unité achat responsable. Donc l'objectif du secrétariat général, c'est d'avancer, d'accélérer pour atteindre les objectifs du plan climat, justement, à horizon 2050, avec un taux de passage à 2030, en planifiant la transition, qu'elle soit avec la planification, la sous-direction planification écologique et la transition énergétique, en agissant en interne au service, au sein des services de l'agglomération, mais également en appui des communes et des citoyens, en pilotant des études, des travaux notamment, et en mobilisant le territoire sur cette démarche-là. Et donc l'unité achat responsable, qui a été créée aussi en 2023, en même temps que le secrétariat général, qui est rattaché au secrétariat général, donc l'ambition, c'est que les achats à la CAPB ont été identifiés comme un levier important pour la transition écologique et sociale. Et donc, l'objectif de l'unité achat responsable, c'est de poser la stratégie achat de l'agglomération, donc notamment via le SPASER qui a été voté en 2023. Je vais vous présenter très rapidement juste après. Déployer la stratégie en accompagnant les différentes directions métiers, que ce soit pour le niveau de la culturation, en proposant des temps de, de sensibilisation au sujet des achats et en proposant des outils aussi qu'on peut utiliser au quotidien par les agents. Juste une petite précision, donc notre collectivité et les agents qui sont prescripteurs de marché ont aussi le rôle d'acheteurs, c'est-à-dire qu'ils vont rédiger les pièces techniques, etc. Donc c'est pour ça que nous, on vient en appui des agents tout au long du processus achat. On a aussi un rôle pour partager auprès des communes du territoire. Donc ce que je disais, voilà, le contexte, l'unité achat responsable est assez récente, la maturité achat de l'agglomération générale est à construire encore, donc on avance petit à petit. Rapidement, juste le premier SPASER de l'agglomération qui a été voté en septembre 2023, qui court jusqu'à la fin de cette année, avec 5 axes principaux. Je vais juste détailler rapidement 2 axes qui nous concernent avec le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'axe de la transition écologique, voilà, parce que l'achat de couches, ça a quand même un impact important, que ce soit en amont avec les matières pour cette fabrication, à l'usage, et en aval avec les déchets à gérer. Et l'axe santé, aussi primordial pour l'aspect couche, donc tout ce qui a été présenté déjà par Anne-Sophie et Céline, pour préserver la santé donc des nourrissons et des enfants qui porteraient ces couches. Voilà, si on peut passer. Donc on va rentrer en détail sur le projet d'achat mutualisé des couches. Donc jusqu'à présent, donc à l'agglomération, nous avons 11 crèches en régie. Comme j'ai dit, l'agglomération, c'est une fusion de 10 communautés de communes, et certaines communautés de communes les communes avaient transféré la compétence de la petite enfance à la communauté de communes, donc à la création de l'agglomération de 2017. Les crèches qui étaient gérées par les comités de communes sont rentrées au sein de l'agglomération, donc c'est pour ça qu'on a 11 crèches communautaires sur le territoire, mais elles se gèrent au niveau autonome pour la partie achat des couches, donc elles les achètent directement auprès des fournisseurs qu'elles choisissent. Les agents de crèche ont quand même une sensibilité importante sur les enjeux de santé pour les enfants, donc elles achètent déjà des couches apposé certains labels, donc présentés juste précédemment par Anne-Sophie, donc le TCF,
sans parfum ni lotion, Ecotex 100, aussi des couches testées dermatologiquement. Donc il y a quand même une sensibilité déjà forte sur le sujet. En termes de périmètre global, donc ça représente à peu près 180 000 couches à l'année pour un peu moins de 40 000 € hors taxes, avec des besoins très variés selon les structures, parce qu'on a des petites structures allant de 14 jusqu'à des plus grandes avec 40 ans enfants. Donc voilà, des besoins qui vont d'entre 8 000 et 35 000 couches par an, et avec des contraintes de stockage et de livraison différentes selon les structures. Voilà, comme je vous disais, donc les crèches sont autonomes, donc le panel fournisseur il est un peu éclaté. On a 3 fournisseurs principaux quand même. Donc j'ai mis les noms ici. Donc il y en a un, c'est un distributeur local, c'est une petite structure, ils sont que 2 associés, ISO 64, qui distribuent donc des marques nationales. Et 2 fabricants et distributeurs nationaux qui sont Cellulose de Brocéliande avec l'usine en Bretagne de fabrication et BB Distrib avec l'usine dans les Vosges. Et donc en appoint, vu qu'on n'a pas de contrat, etc., en appoint parfois, selon les besoins, il peut y avoir des achats en grande surface, type Intermarché ou Carrefour, selon les besoins, la disponibilité à côté des crèches. Donc, voilà, comme je disais en introduction, à l'agglomération, les agents prescripteurs sont aussi acheteurs. Et aux achats responsables, on est là pour les accompagner sur certains types d'achats. Et donc, dans ce cas-là, la prescriptrice, donc, elle aurait pu être là avec moi pour présenter en commun, mais bon, elle est prise à rendez-vous toute la journée, donc je fais le porte-parole. Est venue nous voir avec ce besoin de lancer un marché pour l'achat des couches jetables, qui n'y avait pas précédemment, pour mutualiser les besoins des 11 crèches. Et donc, nous, ce qu'on fait aux achats responsables, on essaye de proposer un accompagnement global de la préparation, donc en amont du marché, la préparation, la réalisation du marché et le suivi ensuite du marché. Donc, on commence toujours par faire un état des lieux. Donc là, je vais vous présenter juste rapidement le process global et après, les diapos suivantes présenteront en détail certaines étapes qui sont plus intéressantes à préciser aujourd'hui. Donc, on a commencé par un état des lieux que je vous ai présenté juste avant avec le nombre de couches achetées, etc., le besoin global, identifier aussi les besoins en termes techniques, performance technique des couches et les besoins j'allais dire environnementaux et au niveau de santé des nourrissons et des enfants gardés en crèche. Et avec ces premiers éléments, les étapes 2 et 3, on les mène en principe en parallèle. On fait une veille, que ce soit auprès des collectivités qui ont les mêmes besoins, ont les mêmes problématiques que nous. On contacte aussi 3R qui vient en aide sur ces sujets-là et on fait une étude de marché avec des rendez-vous sourcing. Une fois tous ces éléments rassemblés, on peut du coup réaffiner notre besoin, identifier des considérations environnementales et sociales pour le marché concerné et on vient rédiger les pièces marché, etc. Et donc nous, unité achat responsable, on vient aussi en appui sur ces tâches-là, et donc je vais détailler aussi par la suite après le rendu du marché. Et puis, une fois le marché attribué, on accompagne la prescriptrice pour la mise en œuvre du marché, donc dans ce cas-là, pour la communication en interne auprès des crèches, pour préparer aussi le suivi, le cadre d'accompagnement des crèches tout au long du marché. Ça fait, ouais. Donc, voilà, je disais, la première étape, on vient cibler les enjeux du marché, quand on essaie de traduire après un objectif précis, pour avoir déjà des informations oui, précises avant le lancement de la veille, que ce soit auprès des collectivités et du marché fournisseur. Donc pour ce marché-là, on a identifié des enjeux déjà externes, donc ça a été très bien présenté par Anne-Sophie juste avant, de comprendre l'écosystème d'écolabels sur les couches. C'est quand même un marché où il y a beaucoup de labels différents, parfois avec plusieurs labels sur les couches, et donc comprendre un peu la portée de ces labels, euh, quelles sont leurs exigences, quelles sont leurs portées, leur périmètre. Donc c'était l'une des premières actions à mener, et comprendre aussi le marché fournisseur, qui fait quoi, quels sont les fabricants, les distributeurs, où est-ce que les couches sont fabriquées, comment, etc. Donc ça, c'était les enjeux un peu externes qu'on a identifiés pour ce marché-là. Et en interne, c'était donc de mutualiser quand même les besoins, de mutualiser les besoins des 11 crèches qui étaient jusqu'à présent autonomes sur le sujet, toujours en garantissant évidemment la santé des enfants accueillis. Apporter une homogénéisation des produits, donc les enfants qui sont gardés dans les 11 crèches du territoire, on doit leur apporter le même niveau de service. Donc voilà, le but c'est de proposer une seule gamme de couches pour toutes les crèches. Et ensuite, plutôt pour la partie un peu achat, enfin, simplifier le cadre de commande, que voilà, en crèche, ce soit plus simple pour elles,
pour le personnel en crèche, de passer les commandes et le suivi de la facturation et de maîtriser les dépenses achats. Voilà, les contextes budgétaires, c'était important aussi de contractualiser avec un prestataire et avec un prix qu'on connaissait dès le début du marché. Donc ces enjeux, on a essayé de les traduire en objectifs. Donc ça va reprendre vraiment ce que je viens de dire, donc fixer un cadre environnemental là-bas, en exigeant un ou des labels et en sachant quel label prescrire et pourquoi on prescrit cela, en fixant donc le prix d'achat pour l'estimation budgétaire des années suivantes, fixer un cadre commun et simplifier des commandes. Donc on verra par la suite, mais les fournisseurs proposent différentes modalités de commandes et donc de contractualiser au moins voilà, d'avoir un contrat avec un prestataire pour, euh, pour avoir une sorte d'approvisionnement unique. Donc la suite, on a posé notre contexte et notre périmètre, et donc la suite, on va faire la veille et le sourcing, qu'on mène généralement en parallèle, parce qu'ils sont complémentaires. Donc là, je vais vous présenter un peu le contexte de la veille du sourcing, et la diapo suivante présentera les résultats qu'on a pu obtenir, mais bon, ça va être un peu de la répétition de ce qui s'est dit avant, au final, parce qu'on a constaté un peu les mêmes choses, mais voilà. Donc pour la partie benchmark, on a pu télécharger des DCE de 4 collectivités sur AWS qui venaient de publier les marchés. Donc, nous, on a fait cette étude, c'était au printemps 2025, à partir d'avril. Donc, on a pu sortir de ces DCE des conditions d'exécution, des spécifications techniques. Enfin, je vais vous présenter les résultats à la suite donc, de ces DCE. Nous avons pu échanger avec deux autres collectivités. Donc, on est resté en Nouvelle-Aquitaine, le CCS de Dax et la ville de Bordeaux, qui nous ont présenté leur manière d'acheter les couches jetables, et voilà, leur parti pris, etc., leur construction du marché. Donc, c'est toujours des échanges très intéressants. On est en bord d'autres collectivités. Et on a échangé aussi avec 3R sur le sujet. Et en parallèle, donc pour le sourcing, on a demandé à toutes les entreprises, bon, on a 4 qui nous ont accepté de nous rencontrer. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est déjà des fournisseurs actuels quasiment. Donc, et on a voulu garder quand même aussi une cohérence, donc d'avoir un panel représentatif du marché fournisseur, donc un peu la partie locale avec le distributeur local, les fabricants et distributeurs nationaux, qui sont Cellulose de Brocéliande et BB Distrib, et aussi au niveau plus large, au niveau européen, donc un fabricant Abena Frontex, qui a l'usine de fabrication au Danemark, il me semble, pour les couches. Donc voici les résultats qu'on a pu en tirer de ces temps d'échange, de ces rendez-vous sourcing. Donc déjà pour la partie veille, on s'est rendu compte que les collectivités de manière générale, elles ont quand même... donc je vois juste une petite question là. On a contacté aussi ce genre de marques, mais on n'a pas eu de retour, donc voilà, on n'a pas pu les rencontrer. Mais on s'est rendu compte qu'au final, les fabricants fournissaient beaucoup pour ces marques-là. Donc, en fait, les couches qui sont fournies sont souvent similaires. Donc, les collectivités sont en général engagées pour des achats des couches écologiques, donc de manière différente, en demandant différents labels, des analyses toxicologiques. Enfin bon, voilà, tout le monde a sa stratégie, mais bon, globalement, les collectivités sont engagées, donc c'était rassurant à ce niveau-là, qu'on n'était pas les seuls à se poser les questions. Jusqu'à dans ce que je viens de dire, les labels demandés, c'était les labels qui sont sur une partie du produit, comme le TCF, donc c'est juste le blanchiment sans chlore, ou la cellulose issue de bois, de forêt, gérée durablement avec les FSC, PEFC, mais personne pour jusqu'à présent, je crois, avait demandé l'écolabel européen en exigence sur le marché. En même temps, donc 3R nous a indiqué que l'écolabel européen, son référentiel avait été mis à jour récemment, donc c'est la présentation de Céline. Donc le timing était opportun. Donc comme j'ai dit, on était au printemps 2025. Ça faisait un peu plus d'1 an que les référentiels avaient été mis à jour. Donc les industriels avaient 12 mois pour se mettre à jour. Donc les couches qu'on retrouvait sur le marché avec l'écolabel européen étaient censées être avec ce nouveau référentiel. Donc on est rentré au bon moment en tout cas pour la préparation de notre marché. Et donc en parallèle, on avait mené nos rendez-vous sourcing avec les 4 fournisseurs que je vous ai présentés précédemment. Les constats, ben, ils sont partagés avec ce que Anne-Sophie nous a présenté, et Céline aussi. Donc c'est un marché très peu réglementé, malgré assez vulnérable, mais il y a beaucoup de différents labels qui existent.
Globalement, les fabricants distributeurs ont quand même des gammes conventionnelles, mais aussi proposent maintenant systématiquement des gammes écologiques à différents niveaux d'exigence, qui font varier, c'est le dernier point, mais les prix, donc ça peut du simple au double, voire au triple, au trinitaire, donc ça a quand même un impact économique important pour les collectivités, donc à ne pas négliger au moment de la préparation du marché, avant de publier. Et au niveau environnemental, les fabricants et distributeurs ils ont conscience, mais des états d'avancement quand même différents selon les structures. Voilà. Il y en a qui poussent très très loin. Donc un exemple, une usine qui veut devenir autonome en énergie. Donc ils ont installé 50 éoliennes verticales, donc des petites éoliennes, des panneaux photovoltaïques. Ils ont diminué au maximum les déchets issus de de la fabrication et les déchets ils les revalorisent in situ pour devenir une source d'énergie. Donc voilà, il y en a qui poussent très très loin les, les, oui, leurs idées et pour avancer sur ces sujets-là. Et que donc le dernier constat, c'est que les couleurs européens étaient quand même très bien représentés sur le marché, ce qui pour nous était un point essentiel en vue de le prescrire et l'exiger en termes en spécification technique pour pas être trop discriminant sur notre marché. Donc voici nos constats, mais bon, ils rejoignent beaucoup ce qu'Anne-Sophie a présenté au final. Voilà, donc on peut passer à la slide suivante. Donc on va passer maintenant à la stratégie qu'on a retenue pour cet achat. Il y avait une slide avant, une diapo avant normalement. Voilà. Donc, avant de passer plus en détail sur la partie environnementale et technique, juste pour vous présenter rapidement la structure du marché qu'on a mis en place. Donc, on est parti sur un accord cadre à bon de commande de 4 ans. On reste en procédure adaptée, on reste sous le seuil de 216 000 euros annuels, ce qui était plutôt plus confortable pour nous. Mais voilà, donc on est parti sur 4 ans avec un lot unique. Voilà, comme je disais, on voulait un prestataire unique, les mêmes couches pour toutes nos crèches. Donc, d'où le lot unique. Et avec un principe de test sur des échantillons, donc on a demandé aux candidats de nous fournir des échantillons de tailles différentes qu'on puisse tester. Donc les tests ont eu lieu la semaine dernière et ce début de semaine, donc on n'a pas encore les résultats. Mais donc voilà, c'était l'un de nos critères d'attribution, le test sur les échantillons. On a aussi préparé un cadre de mémoire technique et environnementale qu'on systématise maintenant dans notre accompagnement pour les directions métiers, qui facilite, qui pose déjà un cadre les critères et les sous-critères qu'on va évaluer et qui pose aussi un cadre de réponse clair. Et c'est beaucoup plus facile d'évaluer les offres et en cas de recours aussi de pouvoir justifier des notes attribuées aux candidats. Donc voilà, le mémoire, il est cadré. On autorise les candidats à nous envoyer leur mémoire ou leur brochure commerciale, mais ils doivent systématiquement remplir le cadre de mémoire. Et voilà, comme je disais, la période des candidatures s'est clôturée très récemment, donc on a entamé notre phase d'analyse des offres. Donc j'en dirai pas plus sur ce sujet-là. Au niveau des critères, on a mis un critère pied à 40% quand même. Valeur technique, donc il y avait deux parties. Donc il y avait la partie performance, technique et qualité et performance des couches en elles-mêmes qui ont été testées via les échantillons. Et après une partie sur la modalité de commande et de livraison pour voir comment les candidats se démarquaient sur ces sujets-là, donc via le cadre de mémoire de réponse et le critère environnemental, donc plus faible à 10%, mais on va passer à la slide suivante. C'est parce que du coup on a décidé de prescrire l'écolabel européen, donc déjà la spécification technique était quand même déjà niveau environnemental très élevé, donc d'où le critère environnemental un peu plus faible. Donc on a, au vu du nouvel référentiel et de la présence importante maintenant sur le marché de l'écolabel européen, donc voilà, c'était notre un peu de devoir de collectivité de promouvoir ces démarches volontaires d'aller vers des produits plus vertueux et meilleurs pour la santé. Donc voilà, on a pris le parti d'imposer l'écolabel européen ou équivalent. Donc, comme je disais à Anne, on aura peut-être une équivalence à prouver avec le nordique l'écolabel, mais bon, vu que c'est le label le plus proche, ça sera peut-être plus facile à évaluer. Voilà, donc pourquoi nous avons choisi l'écolabel européen? Donc c'était comme présenté par Céline, c'est un label complet qui est multicritère, qui couvre l'ensemble du cycle de vie du produit, mais
aussi qui garantit une certaine qualité et une performance des produits. Donc, ce qui était important pour nous. Donc, tout ça a été réuni au sein du même label, sans avoir besoin de demander d'autres labels. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de l'imposer. Et puis aussi, c'est un label qui est porté par des pouvoirs publics, donc ce qui était important pour nous. Dans le CCTP, on a quand même rappelé des exigences techniques et environnementales que nous voulions. Donc, bon, je vous ai listé là. Mais voilà, pour faire un rappel aussi aux candidats de l'importance de ces sujets-là pour nous. Donc, pour les critères, on n'a pas parlé des couches, on ne va pas évaluer les couches parce qu'elles sont déjà évaluées via l'écolabel européen finalement. On s'est contenté des conditions d'exécution, donc avec un travail sur les emballages. Pendant le sourcing, on a vu que certains proposaient moins d'emballages, des emballages en matière recyclée, etc. Donc, pour valoriser ça et de réduire l'impact des transports. Donc, on verra ce que nous proposent les candidats. Il nous reste. Voilà. Et donc, pendant la phase de publication, on a eu certaines questions de potentiels candidats. D'une part, sur des notions d'équivalence. Donc, on a eu un candidat ou un potentiel candidat qui nous a demandé si le Cotex 100 ou FSC était considéré comme équivalent. Donc, bon, comme on a vu, FSC, déjà, c'est juste sur la partie environnementale d'une matière première, donc pas du tout global par rapport à l'écolabel européen. Et au Cotex 100, c'est seulement sur l'interdiction de certains produits. Donc, non, on n'a pas considéré ça comme équivalent. Et en répondant à ça, un autre candidat potentiel a rebondi en disant que l'écolabel n'était pas forcément matière naturelle ou renouvelable. Donc nous avons répondu qu'on a fait le choix de l'écolabel car c'est un écolabel officiel couvrant l'aspect sanitaire et le cycle de vie du produit et garantit une bonne qualité technique. Donc c'est vrai que je n'ai pas présenté ça pendant les résultats des phases sourcing, donc on a vu que certaines marques, enfin certains fabricants, distributeurs proposaient plusieurs gammes avec l'écolabel européen, donc dont des gammes qui allaient plus loin que les référentiels de l'écolabel européen, avec un taux plus élevé de matière naturelle, des exemples de l'amidon de maïs pour l'enveloppe extérieure, etc. Il n'y en avait pas beaucoup sur le marché et chaque fabricant a, comment dire, pas son parti pris, mais avait avancé sur certains sujets, certaines matières, etc. Donc c'était difficile pour nous de pouvoir les comparer, les évaluer. Donc on est resté sur l'écolabel européen. Et comme présenté par Céline, il est revu régulièrement. Donc peut-être dans la nouvelle en 2029, on verra. Peut-être que ça ira un peu plus loin là-dessus. Mais voilà, le marché, en tout cas, des matières naturelles, pour les couches avec l'écolabel européen, il n'était pas encore homogène pour pouvoir l'exiger dans notre marché. Et d'autres questions sur des entreprises, des fabricants qui sont en train d'acquérir l'écolabel européen. Donc ça prouve qu'il y a quand même un attrait, donc c'est bien. Mais on a quand même refusé le fait qu'ils soient en cours de validation ou en train d'acquérir une usine qui est écolabellisée. Mais bon, ça prouve quand même qu'il y a de l'intérêt. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je vois que Anne fait la moue. Mais Je rigole parce que tu as été gentil parce que on les a vus. Voilà, l'équipe nous a partagé les questions qui étaient posées en phase, voilà, sur la phase de publicité. Et donc, il y avait quand même quelques commentaires exotiques et c'était quand même, mais réfléchi à peut-être se certifier. C'était pas est en cours oui, c'est d'évaluation. vrai, peut-être. Oui. Donc, Les effectivement, questions la étaient. réponse était non. Ouais, En l'état, c'était pas suffisamment non, avancé. non. Et voilà, donc nous, le parti pris d'écolabel, c'est vraiment pour pousser aussi le marché à avancer sur ces sujets-là. Voilà, donc voilà, comme j'ai dit, par contre, on a reçu des offres, donc le marché ne sera pas infructueux. Plusieurs offres avec l'écolabel européen, donc ce qui nous conforte dans notre choix. Et pour l'enjeu économique, voilà, en mutualisant, on s'attendait déjà aussi à avoir une réduction, qui sera le cas. Mais voilà, donc on est pour l'instant satisfait. On est à la phase d'analyse, puis l'attribution, donc je ne peux pas en dire plus, mais donc voilà pour le partage d'expérience aujourd'hui. Et On voilà, vous j'ai dira. répondu aux questions éventuelles. Ok, super. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Moi, j'ai 2-3 slides pour vous montrer la boîte à outils et après, je vous propose de garder 5-10 minutes si vous voulez des échanges. Voilà, j'arrêterai l'enregistrement et on pourra avoir des échanges en direct. Donc, s'il y a des questions, voilà, ouvertes à tous que vous souhaitez mettre dans le chat, n'hésitez pas. Et sinon, je déroule rapidement ce que j'ai à vous présenter.
Allez, j'avance. Moi, juste par rapport aux questions, donc effectivement, il y avait quand même certaines remarques exotiques et on voit bien que certains distributeurs sont très éloignés en fait ont pas cette compétence technique. On l'avait remarqué beaucoup sur les distributeurs au niveau des produits de nettoyage. Il y a vraiment les commerciaux en fait qu'on a en face sont pas tous au même niveau de connaissance du produit qu'ils vendent, surtout quand on a des catalogues qui sont très larges. Et du coup, effectivement, parfois on a des questions qui sont complètement à côté en fait du niveau d'exigence que vous aviez pu mettre. Finalement, voilà, on sentait bien qu'il y avait des commerciaux qui sont pas forcément voilà, au courant dans le détail en fait des enjeux environnementaux et sanitaires des produits qu'ils vendent. Quand même une information intéressante. Donc nous, en fait, par rapport à tout ce qu'on vous a présenté, on vous met à disposition. Alors c'est assez simple, hein, du coup, avant, ce que disait Anne-Sophie au début, c'est que, en fait, on vous disait, bon, alors en l'absence d'une réglementation favorable, en l'absence d'un label, donc ça c'était avant 2024, fiable, bah, en fait, on partait un peu sur des analyses toxico et du minima. Là, aujourd'hui, en fait, on vous dit, ben, appuyez-vous sur l'écolabel européen ou équivalent. Donc, c'est là où il y a le sujet. Donc, vous avez un exemple de clause que vous mettez en spécification technique comme le précisait Peyo, mais bon, ça, c'est très... plein de façons de le formuler. Hein, c'est pas l'alpha et l'oméga. Les points importants, c'est de bien préciser que vous acceptez l'équivalence. Et le boulot qu'on est en train de faire là avec Anne-Sophie et puis Céline, je voudrais te solliciter aussi, c'est de mettre à disposition des entreprises qui n'ont pas l'écolabel européen une grille qui permettrait d'analyser l'équivalence. Alors, le travail qu'on a fait, il est assez simple. Hein. On est allé sur le site du référentiel. Enfin, on est allé voir le référentiel. Céline vous avait présenté au début le lien vers les référentiels. Et en fait, sur cette base, voilà, on a critère par critère les objectifs et en face, quels sont les modes de preuve. Donc, nous, en fait, on a fait un tableur Excel et on est reparti à dire, bon, bah, si les produits que vous proposez n'ont pas l'écolabel européen, alors on vous oblige à compléter ce tableau. Donc, c'est un tableau un peu chiant à remplir parce qu'il y a quand même beaucoup de critères. On a juste extrait, nous, les sujets qui nous intéressaient d'un point de vue sanitaire, mais vous pouvez aller plus loin et aller sur les 12 critères présentés par Céline. Là, on n'en a que 4 ou 5, en fait, finalement, sur lesquels on allait dans le détail. Voilà, ça fait quand même déjà presque une centaine de lignes, il me semble, Anne-Sophie. C'est déjà assez long. Et donc, voilà, l'idée, c'est de dire, voilà le critère, voilà le mode de preuve attendu. Est-ce que le document est disponible ou non? Ça, c'est pour vous, pour l'analyse. Le nom du document, puisqu'on doit vous le fournir, et la date du document. Il y a un point important qu'on a dit, c'est que les modes de preuve attendus, on les veut en langue française uniquement. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important parce que c'est peut être complexe aussi à l'analyse. Donc voilà, donc ça, on est en train de le finaliser. Vous voyez, il y a encore un petit commentaire là sur le tableur. Il y en a encore quelques petites questions à rebalayer. Donc l'outil, là, il n'est pas à prendre tel quel. Donc, on va vous mettre à disposition sur notre site et sur le site de Reco Crèche une sorte de boîte à outils dans laquelle on vous mettra ce support, le replay, le closier que je vous ai présenté, la grille d'analyse de l'équivalence. Et puis, si Peyo en est d'accord, votre DCE couche. Et puis, on en a quelques-uns aussi qui étaient issus de votre benchmark. Donc, aussi pour vous inspirer. Voilà ce Oui, pour qu'on le vous DCE, met. on en a parlé rapidement, sûrement après, bon, une fois qu'on aura notifié, Oui, mais voilà. bah oui, non, mais on n'y est pas encore, voilà, mais dans quelques semaines. Voilà, on a donc la fiche Reco Crèche, du coup, la réponse, effectivement, oui, elle est actualisée et je crois, Anne-Sophie, qu'elle est sur le site de Reco Crèche, elle est en ligne. Je vous propose, on a une question quand même pour Céline. L'ADEME considère-t-elle qu'il y a une différence entre les certifications PEFC et FSC? Oui, bah, en fait, du coup, PEFC n'a jamais été promu à l'ADEME sur la feuille papier parce que PEFC ne s'intéresse qu'aux matières premières et c'est pas un label cycle de vie. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas reconnu sur le site de l'ADEME. Et alors, bon, là, le site a été mis à jour, mais on avait quand même un classement à un moment sur excellent choix, très bon choix. Et Blue Angel, Nordic Swan et Ecolabel européen étaient classés en excellent choix sur le papier et FSC était quand même en dessous. Hein. Donc si vous voulez vraiment un label exigeant, voilà, vaut mieux demander Nordic Swan, Blue Angel ou Ecolabel européen que FSC. Et pareil, c'est des labels qui sont disponibles, en tout cas l'Ecolabel européen est disponible sur le papier graphique, il est bien représenté, mais PEFC, il n'est pas suffisant, quoi.